Bonjour Léonore de Recondo. Bonjour. Après Rêve oublié, Pietra viva, Amour, Point cardinal, nous vous accueillons aujourd'hui pour Manifesto, qui paraît chez Sabine Vespizer, éditeur. C'est peut-être Manifesto le livre le plus intime, le roman le plus intime que vous ayez pu faire, le personnage principal, Félix, étant votre père. Oui, c'est un livre en partie autobiographique. J'ai gardé les prénoms, Félix, donc mon père dont vous avez parlé, Cécile, ma mère, et moi-même, qui sommes dans une chambre d'hôpital. Nous l'accompagnons pour sa dernière nuit. Et il y a aussi Ernest Hemingway, que mon père rejoint sur un banc. Vous allez nous confier, je ne sais pas si c'est le mot juste, l'abîme de votre père, le vôtre aussi, de cette famille confrontée aux morts inexplicables et inacceptables. Et je cite deux phrases que vous prêtez à Hemingway qui peut-être composera des mots dessus. Il paraît que ça allège. Manifesto est-il un livre pour s'alléger ? Sûrement. Je ne l'ai pas écrit dans ce sens-là. Je l'ai écrit parce que je voulais insuffler de la beauté à cette histoire, à cet hommage. Mais certainement, la beauté, c'est quelque chose qui allège. La vie en général, qui la rend plus facile, plus ample, plus intéressante. Donc on va dire que oui, ça allège. Alors il y a l'espace de cette chambre avec ce corps mourant, celui de Félix, et vous allez donner à ce personnage, Félix, l'espace, le paysage, où il va reprendre corps et langue en compagnie d'Ernest Hemingway. D'abord, pourquoi Ernest Hemingway et pourquoi aussi ce besoin de cet espace-là pour ce personnage Félix ? Parce que je voulais faire un portrait de Félix, de cet homme. Donc j'allais pas le faire uniquement dans cette chambre d'hôpital qui était sa dernière nuit. Je voulais aussi qu'il puisse prendre la parole. Je crois que lui donner la parole, c'était le faire vivre. La voix, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Donc je voulais qu'il puisse parler, je voulais qu'il échange avec Ernest Hemingway. Ernest Hemingway m'a semblé... m'est apparu j'ai regardé un documentaire sur la guerre d'Espagne et il était là en 1936, il était à Madrid comme correspondant de guerre pour un journal américain et j'ai pensé que c'était la bonne personne pour ça, parce qu'il c'était le créateur, parce qu'il s'était engagé dans la vie, dans l'art de la même manière. Il a été aussi confronté à la mort, il s'est suicidé, toute sa famille est complètement dévastée par la mort. Donc ça j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de résonance, et puis surtout je me suis aperçue que c'était un ami de la famille. Il allait déjeuner chez ma grande-tante dans les années 20, quand il allait à Pamplune aux fêtes de la Sainte-Fermine pour les corridas, qu'il allait le dimanche déjeuner chez elle. Donc cette alternance entre la nuit d'hôpital et ce banc où se retrouvent Félix et Ernesto pour discuter de tout ce qui les a habités, de tout ce qui les constitue encore, dans un moment où on ne sait pas trop s'ils sont vivants, morts, enfin où ils se trouvent. C'était une manière pour moi évidemment de reprendre mon souffle dans l'écriture, de pouvoir donc parler d'autres choses, et cette alternance peut-être aussi vient permettre au lecteur de reprendre son souffle aussi. Vous venez de parler de souffle et il accompagne tout le récit, le souffle jusqu'au dernier souffle de votre père. Oui, le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est la respiration. C'est en effet le dernier souffle, le souffle dans la création, dans la vie. C'est aussi un livre sur la transmission, de gestes, mais aussi la transmission de tout ce que vous nommez la foule. Il y a la foule de gestes, mais il y a la foule aussi des actes qu'ont pu avoir, des actes malheureux, on peut le dire peut-être, de vos frères et sœurs. Oui. Mes frères et sœurs qui se sont détruits par la drogue ou par le suicide. Oui, il y a beaucoup de gestes, il y a plein de sortes de gestes. Là, le geste que j'ai fait en écrivant ce livre, c'est un hommage à la transmission du geste créateur, qui certainement, moi, m'a sauvé des autres gestes.
Parce que c'est ce qu'on m'a transmis. On m'a transmis un engagement profond dans la création, un engagement de vie, un engagement poétique qui serait aussi politique. Je crois que tout engagement poétique est un engagement politique. Et j'ai voulu rendre hommage à ça et à travers ce texte montrer que j'avais compris ce qui m'était transmis et que je m'engageais à continuer sur cette voie de la beauté, justement, de la transfiguration, de la création, de ce que peut permettre l'art, justement, de décoller du réel. C'est une invitation à récolter de la beauté et de la joie, peut-être. Oui, de l'émerveillement. Enfin, je crois qu'il faut garder de la place pour ça, pour la surprise. Et quand on est émerveillé devant un paysage, devant une œuvre d'art, devant quelqu'un, c'est la vie, c'est ça. C'est l'amour aussi. C'est la même énergie. Je crois que c'est le même désir, le désir de vivre et le désir de créer, de donner à voir quelque chose. C'est aussi à travers cet homme-là, qui était un artiste, et vous-même artiste, un hommage à l'art, et à ce qui fait l'art aussi. Oui, à ce que ça nous apporte. C'est un hommage à tout ce que l'art m'a apporté dans ma vie, que ce soit la musique, la lecture, la peinture, tout ce qui m'a vraiment traversé et certainement changé. Et de ce que j'ai vu aussi, mes parents sont tous les deux artistes, donc je les ai vus travailler vraiment de cette discipline que c'est pas juste de l'inspiration, c'est pas juste un moment comme ça, c'est vraiment tous les jours se remettre à l'ouvrage. Et ça, je voulais aussi dire ça, je voulais dire que c'est pas seulement un engagement de vie intellectuelle, c'est aussi un engagement de vie concret, où tous les jours on travaille à s'améliorer et à... Je pense que l'art permet de comprendre le monde, de le voir autrement, de le comprendre, de le prendre avec soi. Et puis peut-être une des forces de votre écriture, ou la force de votre écriture, c'est cette capacité à creuser, trouer ce qui est difficile. Vous alternez la gravité, la légèreté, la lumière et la nuit. Ce sont vos matières premières. Oui, je pense que je suis à la fois très grave et très, très optimiste. Il y a quelque chose de très écartelé en moi. Je suis comme ça. Donc en effet, l'écriture, de chercher les mots les plus justes, les mots qui viendraient être au plus près de ce que je ressens, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce texte particulièrement difficile à écrire, c'était justement d'en faire de la littérature. Parce que c'était ça, c'était pas seulement raconter cette histoire qui est ce qu'elle est, qui me constitue, je la connais cette histoire, j'ai pas besoin de la livrer, c'est pas du tout un livre thérapeutique. Mais si je fais un portrait de mon père, évidemment, je ne peux pas ne pas parler des deuils qu'il a subis et de tout le reste aussi qui fait sa vie. Et moi, ce que j'ai essayé, c'était d'en faire de la littérature. C'était mon ambition, puisque on est engagé dans cette veine artistique. Alors, ça n'est pas juste un récit. Alors, il faut vraiment y faire entrer de la poésie et justement peut-être cette légèreté qui est une évanescence, qui est la beauté, enfin, cette quête. Et puis peut-être pour terminer de parler de ce très beau livre, l'amour. Il y a des histoires d'amour dans ce livre. Oui, je pense que c'est d'abord un livre d'amour. Il y a l'amour que je porte à mon père, il y a l'amour le couple amoureux de mes parents, il y a aussi l'histoire un petit peu d'Ernest Hemingway et Martha Gellhorn, et puis l'amour de la vie, l'amour, ce que je disais tout à l'heure, de cette énergie vitale, de ce qui va avec le désir de vivre, le désir d'aimer, le désir de créer. Ça, c'est un moteur très très puissant, je crois. Pour terminer cet entretien, Léonore de Recondo, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, je viens de lire ce très beau livre de Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour chez Notabilia, qui raconte la vie de Viviane Mayer, qui était une femme new-yorkaise, photographe, qui a pris des milliers de photos sans jamais
les voir. À la fin de sa vie, elle ne les développait plus. Et on a retrouvé cette œuvre extraordinaire. Gaëlle Josse en fait un très beau livre sur l'invisible. Ces personnes c'était une personne, elle était nurse d'enfants toute sa vie, complètement invisible en tant qu'artiste, mais son œil était là. Et ça pose justement la question de l'œuvre et de l'artiste, et elle nous laisse quelque chose d'extrêmement visible aujourd'hui, quoi de plus visible que la photographie, pour cette personne qui elle-même a été complètement invisible. Donc c'est très beau parce que Gaëlle Josse parle aussi à la fin de l'écriture, de pourquoi ça l'a intéressée. C'est un magnifique livre sur le regard. Merci beaucoup. Merci à vous.